tout le monde, l'une des choses les plus précieuses avec la pensée critique et le scepticisme, c'est que ce sont des domaines dans lesquels le cœur du discours consiste à rejeter les autorités personnelles, à questionner les narrations, à dissoudre les effets dialectiques qui servent à édifier les figures de gourous. En zététique, il n'y a pas de gourou, il n'y a pas de chef, il n'y a pas de génie théorisant une nouvelle manière de voir le monde à laquelle vous devez adhérer ou bien rejoindre la cohorte décérébrée des gens non initiés, les moutons, les pigeons, le tout venant. Il n'y a pas de culte dédié à Henri Brock, à son illumination, à sa sagesse infinie. Personne n'attend, avant de se faire un avis sur un sujet, d'entendre la parole, la pensée de Richard Monvoisin dessus. Personne n'érige l'œuvre de Jean-Michel Abrassard comme étant indépassable. Personne ne pense qu'Acer Mandax et a toujours raison, moi le premier. Et la science est censée faire de même. Je rappelle ce qu'en disait Richard Feynman en 1966, la science est la croyance en l'ignorance des experts. C'est assez démythifiant, hein, ça ramène un peu sur Terre tous les savants en blouse blanche qui voudraient pouvoir se croire supérieurs à tout le monde. Cela rappelle que la vraie différence entre un scientifique et un néophyte, c'est la méthode employée pour parvenir à une connaissance. C'est la capacité à expliquer comment une connaissance est devenue une connaissance. Mais immédiatement, je dois faire une pause métacritique, une pause de métacognition, une pause de nature réflexive. Si je cite Richard Feynman, prix Nobel de physique, un homme tout auréolé de prestige est considéré par moi comme valant la peine d'être cité, tandis que j'oublie ou j'ignore des milliers d'autres penseurs et penseuses qui ont dit des choses tout aussi utiles et tout aussi vraies, c'est bien que je participe moi aussi à mettre sur des pédestaux certains êtres humains que je juge dignes d'être cités en exemple. Mea culpa, je participe au problème. Le principe de dissoudre l'autorité personnelle pour ne garder que la valeur de la parole émise, c'est très joli en théorie, on doit vouloir s'en approcher, mais vous voyez bien que je n'y suis pas encore, alors même que je m'en fais l'avocat, c'est peut-être un objectif un peu illusoire. J'en reviens au scepticisme scientifique qui consiste notamment à rappeler que les experts peuvent se tromper, que les génies visionnaires, c'est rare et jamais totalement fiable, et à mettre en avant la méthode avec laquelle on trie, on examine, on rejette ou on accepte les idées. En filigrane, c'est l'éloge de la collégialité, de la bonne intelligence, où la confrontation des points de vue permet de mettre à l'épreuve les hypothèses. Bien. Mais maintenant que j'ai dit ça, il faut quand même regarder en face la manière dont le primate humain construit ses connaissances et s'appuie sur des personnages idéalisés pour soutenir ses valeurs. On a tous à l'esprit quelques figures héroïques de l'histoire des idées, Galilée, Spinoza, Marie Curie, Alan Turing, Stephen Hawking, j'en passe. Ils nous servent d'exemple. On veut leur ressembler. Et en retour, et c'est là que c'est vicieux, on veut qu'ils nous ressemblent un peu. Dans les débats sur l'existence de Dieu, les apologètes adorent dire qu'Einstein croyait en Dieu. Et les contre-apologètes se sentent en devoir d'expliquer que non, désolé, non. Et ils ont raison. Mais de toute façon, quoi qu'il en soit, l'avis d'Albert Einstein n'est pas un argument valide dans le débat. Alors pourquoi est-ce qu'on l'évoque ? Nous avons un problème avec la manière dont nous utilisons des personnes comme des outils rhétoriques ou comme des totems d'identité. Il y a un mélange des genres et nous devrions avoir envie de faire un peu de rangement. C'est ce à quoi je nous invite collectivement, vous et moi, dans cette vidéo. On n'a pas besoin d'admirer Socrate ou Platon pour faire quelque chose de leur pensée. On a raison de critiquer la figure tutélaire d'Aristote, jugée indépassable pendant des siècles, comme le fait Brousse de y penser, et on a raison de défendre l'œuvre d'Aristote telle qu'elle existe, au-delà de l'utilisation qu'on en a faite, comme l'a fait M. Phi. Même quand on estime que Watson et Crick se sont mal comportés avec Rosalind Franklin. Leur prix Nobel de médecine pour la découverte de la forme en double hélice de l'ADN demeure, et la valeur de leurs résultats n'est pas discutée. Que Watson ait par la suite sorti quelques dingueries réactionnaires ne change rien à la forme de l'ADN. Darwin était un peu raciste et sexiste selon les critères actuels. Newton, tout en révolutionnant la physique, croyait dur comme fer à l'alchimie. C'est farfelu.
Blaise Pascal a vrillé dans une religiosité un peu hardcore. La plupart des grands penseurs du passé ont des facettes de leur vie, de leur personnalité qui les rendent odieux à telle ou telle partie du public aujourd'hui. C'est comme ça, ils ont des défauts, ils sont imparfaits, et si on cherche bien, on peut trouver à les détester. C'est possible. Mais bon, leur carrière est faite. Si on déboulonne un peu leur statuaire dans le paysage intellectuel, ça n'efface pas leur contribution, leur héritage demeure, ils ont dit ce qu'ils avaient à dire, et ils n'ont rien à ajouter, puisqu'ils sont un petit peu morts, ce qui est un état définitif dans l'état actuel des connaissances jusqu'à preuve du contraire. Le vrai problème concerne les personnalités influentes qui sont encore en vie au moment où vous m'écoutez. Là, ça pourrait coincer. Prenons un exemple factice, totalement inventé, ne cherchez pas, hein. C'est totalement inventé, un mathématicien, par exemple, très brillant, voilà, très très fort, qui a des croyances que je juge détestables, ou des valeurs sociales très éloignées des miennes. Qu'est-ce que je fais? J'ai pas la réponse toute faite, ce sera au cas par cas, mais moi je suis très étonné du niveau de certitude de ceux qui décident que ça justifie de chercher à détruire la carrière de ce type, de nier sa qualité de mathématicien, ou de disqualifier l'ensemble des mathématiques comme une discipline problématique, et autres démarches du genre. Alors attention à ne pas comprendre de travers ce que je suis en train de dire, hein. La pratique du cancelling, de l'annulation, du cancel, peut se justifier quand une personne atteint un niveau de notoriété pour des œuvres ou des accomplissements, et qu'elle met cette célébrité, avec l'influence qui va avec, au service d'idées ou de projets qui n'ont rien à voir et que je juge dangereux, nocifs, néfastes. Je conçois que dans un tel cas, on cherche à réduire sa surface médiatique, son pouvoir d'influence. Et si cette personne s'engage tout entière dans une militance active pour l'anti-vaccinisme, par exemple, comme une actrice de série télé qui militerait là-dedans, personne ne vous blâmera de la qualifier d'anti-vax, de la contredire et de la traiter comme telle. Alors, bien sûr, je parle de contradiction, d'argumentation, de rhétorique, et pas d'agression ou de harcèlement. Ça devrait aller sans dire, évidemment, mais de parler tant qu'il court, on n'est jamais trop sûr. Mais en dehors de ce qu'on appelle le cancel, il reste des tas de situations où on est simplement déçu. On admire quelqu'un dont le travail nous a éclairés, qui nous a aidé à changer de regard sur le monde, qui a contribué à notre parcours. Et d'un seul coup, on se rend compte que c'est quelqu'un avec qui on n'aurait pas envie de passer la soirée. C'est un sale type, qui n'est pas du tout à la hauteur des principes qu'il a pourtant bien défendus, quoi. Alors on fait quoi? Est-ce qu'il faut le descendre en flammes, renier son travail définitivement? On touche au problème de la pureté que j'ai déjà évoqué en vidéo il y a quelques temps. Moi je suis comme vous. J'aime des artistes qui me déçoivent quand ils parlent politique ou de leurs croyances. J'admire des chercheuses ou des chercheurs qui sont de piètres êtres humains avec leurs collègues, par exemple. Il y a des tas de gens que j'estime. Et puis un jour, merde alors, j'apprends un truc qui me déçoit, qui me répugne, que j'aime pas, qui me déplaît, je suis gêné, voilà. Et là, attention, ce que j'éprouve à ce moment-là, la manière dont j'ai envie de prendre mes distances, voire de punir la personne en qui j'avais cru pouvoir placer toute cette estime, c'est ça que je voudrais interroger ici, avec vous. Merci d'être là, sinon je me serais senti un petit peu seul. Alors attention, soyons bien d'accord, je ne parle pas de crimes que commettraient des gens par ailleurs connus pour leur œuvre de qualité. Je ne dis pas qu'il faut séparer l'homme de l'artiste et continuer à faire la promotion des œuvres quand le personnage est une saloperie avérée qui a fait des victimes. Et mon propos d'ailleurs concerne finalement assez peu les artistes et davantage les chercheurs, les intellectuels, les philosophes, les illithocrates, voire les politiques. D'accord? Et j'en arrive à ce que je propose dans le titre de cette vidéo, il faut brûler nos idoles. Ça me rappelle une discussion que j'ai eue avec Richard mon voisin il y a des années, au début de la chaîne, à propos de son inquiétude concernant le végétariat de la zététique. Il craint beaucoup qu'un zététicien starifié qui finirait par se révéler un sale type qui martyrise des poissons rouges ou qui met de l'ananas sur sa pizza, n'entraîne dans sa chute l'image de la zététique, sapant tout le travail réalisé par celles et ceux moins connus qui font vivre la zététique. Il a raison, bien sûr. Si un zététicien médiatique
devient négationniste ou fanatique religieux, ça va causer des soucis. Mais ça se passera moins mal si nous brûlons d'ores et déjà nos idoles. Je m'explique. Je ne vous demande pas de cramer des gens, ou de les ghoster, ou de leur parler mal, ou d'aller saboter leurs conférences. Même à la limite, je vous demanderais de plutôt ne pas faire tout ça, s'il vous plaît, c'est très gentil, merci beaucoup. Les idoles que nous devons brûler, elles sont dans nos têtes. C'est la manière dont nous idéalisons trop facilement les personnes qui disent 2-3 choses qui nous plaisent. Dans un sens, ils nous flattent, alors on les trouve géniaux et on se met à avoir des attentes déraisonnables. On veut qu'ils disent encore plus de choses qui nous plaisent, et donc qu'ils prennent la parole sur des sujets qui sont importants pour nous, mais uniquement pour dire des trucs qui sont des trucs qu'on croit déjà d'emblée, avec qui on est d'accord. En zététique, je me permets de vous le dire, en zététique, on ne peut vous faire que cette seule promesse, retenez-la bien, on va vous décevoir. Je vais vous décevoir, c'est même sûrement déjà fait vu que ça fait 9 ans que je vous cause. Donc brûlons, chers amis, nos idoles mentales en nous retenant de demander aux humains qui disent et font des choses utiles, qu'on aime bien, de devenir des êtres de perfection auxquels on reprochera tout un cartade à l'image irréelle que nous avons d'eux. Tenez, moi par exemple, j'ai une profonde admiration pour Richard Dawkins. Son travail sur l'évolution, sur les croyances, sur les mèmes, son combat contre le dogmatisme religieux, ça m'inspire beaucoup. J'ai eu la chance de l'interviewer chez lui à Oxford, c'était un moment émouvant, c'est quelqu'un qui compte pour moi. Je ne vais pas jeter ça au feu parce que ce monsieur prend dernièrement des positions que j'estime mauvaises vis-à-vis du concept de genre. Je suis en désaccord. Et je préférerais qu'il se concentre sur les questions sur lesquelles on est d'accord. Je serais même content qu'il change d'avis là-dessus, ça me ferait plaisir. Mais je dois bien quand même prendre conscience qu'il ne me doit rien, que je dois lui reconnaître le droit de donner son avis même s'il me semble incorrect, et me souvenir qu'il n'a pas à être parfait pour que je l'estime. J'ajouterais même, je vais me permettre, parce que c'est ma vidéo, que ces désaccords, cette ternissure du Richard Dawkins qui est dans ma tête en quelque sorte, en fait c'est très précieux. C'est un signal que je dois écouter parce que voilà ce qu'il me dit. Il me dit, si je me retiens d'idéaliser une personne dont la pensée a été importante dans mon parcours, alors je n'ai plus besoin de la renier le jour où nos chemins s'écartent un peu. Et je reste capable de lui accorder de la valeur et donc de l'écouter malgré nos désaccords. Autrement dit, je me donne plus de chances de rester ouvert d'esprit si j'accepte de manière proactive que celles et ceux que j'admire peuvent me décevoir. Et l'ouverture d'esprit, c'est pas juste un truc comme ça à la mode, c'est la première qualité du penseur critique selon tous les experts du domaine. Pas moi, les experts. Conclusion, ne cramons personne. Évidemment, ne renonçons pas à admirer les gens formidables qui nous réconcilient avec l'espèce humaine, mais réfrénons la manière dont nous créons des images mentales réconfortantes, inspirantes et piégeuses. Il faut aimer les humains tels qu'ils sont pour mieux les aider à devenir tels qu'ils devraient être. La phrase est jolie, elle est de moi, je vous l'offre, c'est gratos, c'est cadeau. Merci d'avoir écouté, abonnez-vous, partagez. Des bisous si c'est votre truc. Mais ne cramons personne.